C'est un cas d'un patient de genre masculin de 58 ans qui a un angor instable peu invalidant, qui a toutefois d'autres facteurs de risque cardiovasculaire dont une hérédité familiale, une dyslipidémie et un doute à l'échocardiographie transthoracique sur une altération de la cinétique septale. À ce point-là, le radiologue effectivement doit se poser la question de quel est l'examen à proposer pour avoir l'apport plus important d'un point de vue de la valeur prédictive, surtout pour tout ce qui concerne l'exclusion de la pathologie coronarienne obstructive. Et cet examen, et je ne le dis pas seulement moi, mais c'est les sociétés savantes qui nous l'ont appris, c'est le corps scanner qui a une très bonne valeur prédictive négative et positive sur la pathologie coronarienne et nous permet d'identifier la présence de sténose significative au niveau du réseau coronarien chez les patients à risque bas intermédiaire. On a utilisé un outil d'intelligence artificielle qui, d'emblée, dès l'ouverture de notre examen, nous permet de labelliser, d'étiqueter et de calculer l'ensemble de la charge calcique du réseau coronarien. On voit qu'effectivement, le patient a une charge calcique assez importante qui est surtout concentrée au niveau des segments de l'artère coronaire droite et de l'artère interventriculaire antérieure. Le logiciel produit directement une valeur de score calcique global qui nous place notre patient au 95e percentile de la cohorte MESA. En background, notre logiciel, il a continué à examiner les images, donc on peut facilement shifter sur la visualisation coronaire juste en un clic et avoir cette visualisation trois-dimensionnelle de notre cœur avec l'étiquetage et la labellisation automatique des trois trompes principaux et de leurs branches. Et moi, d'habitude, ce que je fais, je regarde toujours pour me faire une idée de l'anatomie globale, de la dominance du réseau coronarien. Après, c'est vrai que sur les images tridimensionnelles, on est un peu gêné sur les portions proximales, donc on peut shifter en un clic sur une visualisation purement géographique qui nous montre l'absence de produit de contraste sur un segment moyen de l'artère coronaire droite qui est dominante. Très facilement, on peut aller directement cliquer sur notre vaisseau, toujours vérifier que la ligne médiane soit bien placée. Effectivement, le logiciel nous permet de visualiser directement les reconstructions multiplanaires qui nous mettent en évidence ce qu'on avait suspecté, la présence d'une occlusion chronique totale segmentaire de l'artère coronaire droite au tiers moyen, qu'on peut facilement mesurer en termes d'extension avec les outils qui sont fournis par le logiciel. Et on peut voir que l'extension, elle est assez importante, c'est plus que segmentaire, ça s'étend pratiquement sur plus de 4 cm, ce qui est en soi un facteur pronostic un peu péjoratif sur la prise en charge percutanée. Ensuite, avec la même simplicité, juste en cliquant sur le vaisseau, on peut visualiser l'artère coronaire, l'artère interventriculaire antérieure. On sait que sur la présence de calcification importante, le coroscanner il vient être mis un peu à défaut du fait de la présence d'artefacts de blooming. Et sur ça également, on peut avoir une utilisation de l'outil de caractérisation de plaques qui nous vient en aide en nous montrant en différents codes couleurs les composantes de la plaque athéromateuse et en nous estimant une probable sténose significative au niveau du tiers moyen de l'artère interventriculaire antérieure. Donc vous avez toutes les données de plaque avec les pourcentages de chaque composante. On sait que la composante de plaque, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Et on va le voir encore mieux sur le cas de la circonflexe, qui est siège d'une plaque qui a des caractéristiques plutôt mixtes, avec une grande partie hypodense et des calcifications excentrées. Encore une fois, l'outil de caractérisation de plaque nous met en évidence les différentes composantes, mais je veux également vous mettre en évidence un index qui est calculé de façon automatique par le logiciel, qui est l'index de remodélage. Ceci est un facteur qui va d'autant plus appuyer notre suspicion d'instabilité de plaque et que normalement on estime visuellement, mais là on a la capacité de le mesurer de façon très rapide et automatique.
Donc, en total, on est devant un patient qui a une attente athéromatoseuse sévère tritronculaire avec une occlusion chronique de l'artère coronaire droite, ce qui nous fait effectivement classer cet examen comme un cadrage 5 P4 N sur la confiance un peu amoindrie à cause des calcifications sur la sténose qui est probablement significative au niveau de l'IVA, mais on est un peu moins confiant, avec un facteur ultérieur HRP sur la plaque de l'artère circonflexe. Mais ça serait intéressant d'ajouter à ça et de nuancer davantage avec la notion d'ischémie. Or, je travaille dans un centre où je ne dispose ni de moyens de faire une perfusion avec le scanner, ni de faire CT. Donc, j'ai adressé le patient à une IRM de stress. On sait que c'est un examen qui est très robuste, qui a une capacité aussi par rapport à d'autres moyens de détection de l'ischémie. Il est assez affranchi de tout ce qui est balance d'ischémie. Donc, ça va nous permettre, d'une part, d'évaluer l'ischémie myocardique et de l'autre, très important, déjà d'évaluer la fraction d'éjection et les volumes qui vont avoir leur poids pour l'adressage du patient vers un traitement chirurgical plutôt que percutané. Et évidemment, si ça vaut le coup d'intervenir, donc la viabilité myocardique sous-jacente. Le logiciel effectue de façon automatique une segmentation myocardique et pour ceux qu'entre vous font de l'IRM cardiaque savent que cela est une avancée énorme parce qu'avant, en fait, ça demandait énormément de temps d'effectuer la segmentation biventriculaire avec une certaine difficulté en particulier pour le ventricule droit qui est toujours celui qui demande un peu plus de temps pour la courbe d'apprentissage. Le logiciel donc nous calcule automatiquement les volumes, la fraction d'éjection. Et en plus, je vais revenir en arrière pour revenir sur la cinétique. Vous pouvez voir qu'effectivement, on a l'impression de voir une altération de la cinétique au niveau du septum interventriculaire. Visuellement, on peut l'apprécier bien que la fraction d'éjection soit préservée, mais on peut voir que sur le bullseye qui est généré automatiquement par la machine et qui prend en compte le pourcentage d'épaississement des parois, on a un défect qui a quand même une distribution qui est franchement territoriale et franchement coronarienne droite. Ceci, sur le même dataset des images, en basculant sur la modalité de déformation, on peut aller pousser encore plus loin cette analyse cinétique segmentaire du ventricule en utilisant les modalités de strain et qui va nous permettre d'évaluer le strain longitudinal global qui est discrètement diminué chez ce patient à moins 15% et surtout de générer des maps qui vont encore une fois nous confirmer que cette altération cinétique a une prédominance segmentaire et se réalise surtout dans le territoire de l'artère coronaire droite et en particulier dans le secteur inféroseptal et inférieur du ventricule gauche. On effectue le stress. Dans mon centre, on utilise le regadénosone comme facteur pharmacologique stressant. Ça, c'est le niveau 0 de l'appréciation de l'ischémie, c'est-à-dire c'est l'évaluation qualitative. À ce moment-là, c'est un peu blanc et noir, justement. Là où c'est noir, il y a une hypoperfusion. Là où ça ne l'est pas, il n'y a pas d'hypoperfusion, mais c'est une évaluation assez basique. Ensuite, on peut utiliser le même dataset d'images, mais je vous recommande d'utiliser celles qui ont une correction du mouvement diaphragmatique qui sont générées automatiquement maintenant sur pratiquement toutes les machines, de façon à ne pas bouger votre placement des contours endocardiques et épicardiques. Et vous voyez qu'effectivement, le défect de perfusion inféroseptale et inférieure est bien présent sur le stress qui est sur la première rangée d'images et régresse au repos. Maintenant, on peut, grâce à ces images, estimer l'upslope, donc la pente de la courbe
qui en fait est correspondante à la vitesse avec laquelle le myocarde il s'énonce, il se rehausse et il prend le contraste, qui est effectivement proportionnel à la perfusion myocardique. Et cela nous permet de produire des cartographies. C'est là aussi sur la base des segments myocardiques. On voit que tout ce qui est en bleu est tout ce qui est hypoperfusé sous stress, qui s'homogénise relativement au repos, mais qui surtout montre un ratio entre l'upslope du stress sur repos inférieur à 1 dans le territoire de l'artère coronaire droite. Alors, à ce moment-là, j'aurais voulu vous éblouir avec des données sur l'IRM, la quantification de la perfusion myocardique. Et il y a eu un problème, c'est qu'en fait, mon acquisition IRM de stress n'a pas prévu ce qui est indispensable pour une quantification correcte de la perfusion myocardique, c'est-à-dire des images AIF, Arterial Input Formula. Et il s'agit d'une petite injection de produit de contraste qui précède de quelques minutes l'injection du stress et qui permet de construire une courbe d'intensité signal, le temps, qui correspond exactement à l'hémodynamique du patient au moment du stress qui survient juste après, et qui nous permet de faire une comparaison entre le temps de perfusion de la cavité et la perfusion myocardique, en nous permettant de calculer donc au travers de cette relation le myocardial blood flow. Alors, je vous invite à voir avec votre téléphone ce QR code, parce que Circle nous propose pour chaque machine et pour chaque morphotype du patient un certain protocole, et qui est surtout variable selon le type de séquence qu'on utilise. Mais ne faites pas mon erreur, parce que surtout si cela vous semble un tout petit peu chronophage, ce que j'ai traversé après, ça a été bien plus. Parce qu'en fait, j'ai péché d'hubris, et puisque nous sommes dans une session qui traite d'intelligence artificielle, j'ai interrogé mon assistant ChatGPT parce que je voulais absolument, à partir de mon dataset d'images, créer des AIF supposés. Malgré Anne m'en avait fortement déconseillé et m'avait demandé de désister parce que ça aurait été une perte de temps. Je le confirme. L'intelligence artificielle, qui est toujours d'office très assertive, surtout quand on se montre très insistant, elle m'a proposé des centaines de lignes de code que j'ai dû insérer sur Python et qui m'ont conduit à obtenir des images un peu des ébauches d'AIF que j'ai réussi malgré tout à injecter dans le système, ce qui est en soi un exploit dont je suis assez fière, mais qui a bloqué de toute façon l'évaluation. Donc, comme diraient les Anglais, don't try this at home, ça n'avance à rien. Faites plutôt votre protocole bien dès le début et profitez de cette avancée majeure sur la quantification de la perfusion myocardique. Qu'est-ce qu'elle aurait pu nous apporter en fait dans ce cas spécifique? Ce que j'aurais rêvé, ça aurait été de vous démontrer que même dans le territoire de l'artère interventriculaire antérieure, là où existait effectivement une sténose au tiers moyen, il pouvait y avoir une altération de la perfusion myocardique, mais qui reste indétectable sur les séquences visuelles, donc basées sur une détection plus qualitative ou semi-quantitative. Mais on le saura peut-être sur un autre patient. En tout cas, la viabilité myocardique, elle était parfaitement préservée dans tous les territoires coronariens, ce qui effectivement consiste en un go pour une revascularisation, c'est la base de tout. Le patient a été adressé à la coronarographie qui a effectivement confirmé l'occlusion chronique totale de l'artère coronaire droite et la sténose de l'artère interventriculaire antérieure, qui montre, comme on pouvait déjà imaginer sur les images de scanner, une réperfusion à rétro de l'artère interventriculaire postérieure et donc une reprise à rétro de l'artère coronaire droite, comme on voyait d'ailleurs sur le scanner. Donc, nos amis cardiologues du CHU de Lille ont procédé d'abord à traiter la sténose de l'artère interventriculaire antérieure et ensuite, avec
un succès qui était loin d'être escompté, une réperfusion par voie antérograde de l'artère coronaire droite avec rétablissement du flux orthodromique de l'artère interventriculaire postérieure. On a fait un contrôle après la révascularisation qui montre une normalisation des valeurs de pourcentage d'épaississement des parois myocardiques et évidemment une normalisation de toutes nos cartographies de strain avec un rétablissement de la cinétique segmentaire. Donc mes conclusions sont surtout par rapport à ce qui est l'apport supplémentaire de l'IA qui nous donne une quantification objective et reproductible et qui ouvre la voie à tout ce qui est vraiment le plus robuste et ce qu'on souhaite donner aux patients et à nos collègues comme données décisionnaires. C'est un outil de démocratisation parce que ça permet à tous les praticiens, même à ceux qui n'ont pas un équipement extrêmement avancé, d'accéder à un niveau d'expertise très élevé et donc avec un avantage pour la prise en charge de nos patients. Le radiologue, bien évidemment, reste le centre décisionnel. On l'a vu aussi dans les précédentes présentations. Évidemment, nous, on garde la responsabilité de contextualiser les données retrouvées, de les nuancer et aussi de les transmettre de la façon plus opportune aux collègues. Et également, je trouve que ça nous donne un pouvoir supplémentaire, c'est celui d'interagir avec nos collègues qui s'occupent d'intelligence artificielle et leur proposer des outils qui peuvent effectivement nous faciliter dans la pratique clinique. Donc, n'ayez pas peur, l'IA n'efface pas le radiologue, et au contraire, ça nous donne plus de pouvoir et ça va nous donner surtout un pouvoir dans nous guider sur cette avancée d'une médecine guidée par les données. Merci beaucoup. Si vous souhaitez rester en contact avec moi, le QR code envoie sur mon profil LinkedIn sur lequel je partage parfois des cas de ma pratique clinique. Bonne journée. S'il y a des questions, je suis disponible. Merci. Merci beaucoup.